L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Et Radio Basta est une suite. Retrouvez la série d'émissions Basta Project et la série de portraits Chut, t'es une fille. C'est vraiment, j'ai des images, j'ai du bruit, du son, l'odeur et tout. Ça a été un choc. Ça, c'était mon premier choc où je me suis réveillée, je me dis, oh, mais où est-ce que je suis ? Portrait. Chut, t'es une fille. Radio Basta. La femme, la citoyenne, la mère. Il y avait tellement à dire. C'est là où j'ai pris mon courage et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, la vérité, quoi. Alors, du coup, bonjour Margot. Est-ce que tu pourrais te présenter ou te décrire? Comment te présenter d'abord? Eh ben, et comme tu le veux. J'ai 41 ans, j'ai un enfant de 6 ans, un garçon, et puis j'habite au Mirail depuis une douzaine d'années. Je ne suis pas d'ici au départ. Et voilà, ici je suis arrivée parce que je travaille dans une association depuis longtemps et j'ai eu une mission là. Aujourd'hui je suis à temps partiel, mais pendant longtemps j'étais à plein temps dans cette association. Voilà. Comment tu définirais la violence ou les violences? En fait, c'est difficile à... Je pense que c'est toujours ce qui est compliqué, difficile à définir. Moi, un jour, j'avais dit, c'est quand ça fait mal. Mais quand ça fait mal, mal. Voilà. Du coup, il y a effectivement des mots qui font mal, des situations qui font mal, etc. Mais que ce soit une violence... verbale ou physique, c'est quand elle atteint quelque chose et qu'elle blesse en fait, qu'elle blesse vraiment. Donc ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Et je pense qu'effectivement, c'est pas l'auteur des violences qui peut définir si ça fait mal ou pas, mais c'est plus le récepteur. Et après, c'est vrai que ce que moi je qualifierais de relation vraiment violente, c'est quand l'auteur de violence va pas écouter ou pas entendre, voire réitérer la violence et dénigrer finalement ce qu'en dit l'autre, ou soit en disant que c'est sa faute, soit en niant son existence, soit en étant dans le déni, soit en persistant. Voilà. Et là, je pense que dans ces cas-là, je dirais qu'il y a une relation violente. Je le définirais comme ça. Ok. Donc là, tu as 42 ans, tu travailles, on s'est re-rencontrés au sein d'une association dans un groupe, qui était en l'occurrence une formation sur les violences faites aux femmes. Comment t'es arrivée dans cette association? Et ce jour-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je suis arrivée dans cette association parce que j'avais une amie qui a elle aussi connu des violences conjugales et qui est aussi tout le temps dans mon histoire, parce que même quand on part, en fait, quand on a des enfants avec la personne qui a été auteur de violence, on est toujours en lien, et elle, c'est son cas aussi. Donc voilà, du coup, ça fait qu'on s'est rencontrés dans un atelier d'écriture dans une autre association, ni où je travaille, ni etc. L'animatrice de l'atelier, pas l'animatrice de l'atelier d'écriture, mais l'animatrice de l'association a su que cette personne connaissait des choses difficiles avec son ex-compagnon et le papa de sa fille. Et du coup, elle m'en a parlé et moi je lui ai autorisé à dire que je vivais des choses aussi pas faciles. Et du coup, on s'est beaucoup reliés, avec aussi l'écriture qui nous... Donc on s'est beaucoup entraidés.
Elle avait comme moi, je pense, l'envie d'en faire quelque chose, de ne pas passer sous silence, voilà. Et du coup, elle a rencontré le groupe F à un moment où ça allait très mal pour elle. Je pense qu'elle déprimait beaucoup. Et ça a été un moyen de dire, maintenant, j'arrête de cogiter, je passe à l'action. Donc je suis rentrée dans ce groupe-là, pas parce que je partage toutes les idées, mais parce qu'effectivement, parce qu'il y a des idées que je partage pas, mais parce que je trouvais que c'était quand même l'idée de faire quelque chose sur des faits qui sont assez communs à toutes les femmes, à plus ou moins gros degré, et de effectivement passer dans le concret, passer dans des actions plus massives, plus communicantes que beaucoup d'autres associations qui œuvrent dans l'histoire, qui ont d'autres avantages, c'est-à-dire qu'on les trouve dans l'accompagnement, ce que ne fait pas ce groupe-là vraiment, à part dans les réunions où il peut y avoir un peu d'entraide et de l'écoute, mais c'est pas, ça reste, voilà, c'est pas de l'accompagnement ni du soutien, mais en même temps c'est de l'action. Et du coup, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement elle y soit, qu'elle soit parmi les initiatrices, et je me suis dit au moins, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a aussi des personnes concernées. Parce que c'est vrai que dans ces groupes aussi, il peut y avoir des gens politiques ou encartés dans quelque chose qui ont des fins politiques, après, qui sont louables, puisque quand même d'avancer contre les violences faites aux femmes, pour moi, c'est une bonne chose, qu'on soit politique ou pas, mais du coup, c'est quand même pas le même cadre. Donc moi j'avais dit que sur des manifs, etc., je ne serais pas forcément présente, que je voulais bien amener des textes, amener mes témoignages, participer de loin, participer à la réflexion. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été militante pendant longtemps, je le suis encore, mais c'est aussi quelque chose que je fais moins, parce que c'est vrai que je pense que j'ai été aussi beaucoup fatiguée par ce que j'ai vécu. Et voilà, je crois à d'autres actions, et du coup, voilà, j'étais aussi intéressée par le fait que ce soit une espèce de collectif, c'est-à-dire qu'on pouvait ramener un petit peu ce qu'on voulait, qu'il n'y avait pas forcément une obligation de participer à tout ou de faire tout. Donc voilà, donc la formation, j'y suis venue, j'avais un peu d'appréhension quand même. Ça n'a pas été non plus facile de me libérer, parce qu'il faut toujours que j'imagine un moyen de garde. Mais voilà, j'avais envie d'y participer parce que je me disais, voilà, ça quand même, ce groupe il émerge avec tout ce qui est chouette quand un groupe émerge, parce que du coup il y a plein de nouvelles têtes, il se passe souvent des choses fortes, je trouve, et que du coup je me disais, voilà, faut quelque part, c'est bien que ça prenne. Voilà, après, dans la formation en elle-même, c'est vrai que moi, j'ai moins apprécié le côté très didactique de la formation, surtout que finalement, je me dis, on avait des fois pas forcément tous les éléments en termes de loi précise, etc. Mais par contre, je trouvais que ça a permis un cadre de discussion, et c'est effectivement ce qui m'intéressait, l'échange, la discussion, sur réfléchir aussi comment on peut agir ensemble, et voilà, c'était ça que je trouvais intéressant. Et je trouve que ça a donné ça. Pour moi, l'essentiel, c'était finalement de se retrouver moins seul dans ce problème-là, parce que ça fait partie du problème de s'isoler, soit par honte, culpabilité, pas parler. Et c'est ça aussi, je pense, qui est propre à une relation violente, c'est que finalement la victime a souvent honte, culpabilise et va s'isoler en fait. Soit pour pas embêter les personnes qui l'entourent, ne pas en parler, ne pas embêter, pas inquiéter, soit il y a aussi toujours un peu de honte à dire qu'on a vécu telle chose, parce que moi je le vois, je pense que c'est important de le dire, et il y a une intervenante d'une association qui me suit qui me l'a dit il n'y a pas longtemps, et elle, c'est aussi ce qu'elle entend, c'est que souvent on considère, et moi-même je considérais avant les femmes victimes de violences conjugales comme des victimes, donc souvent des femmes soumises, souvent avec des faiblesses. Je pense qu'on a des faiblesses parce que c'est ça que la personne a atteint et creuse et nous met en situation d'être faible. Mais souvent on est plutôt des battantes et des résistantes, ce qui justifie la violence, parce que du coup on se laisse pas faire.
Et apparemment, ce qu'elle disait, mais c'était son témoignage de personnes qui travaillent quand même depuis plus de 20 ans dans l'histoire, que effectivement les auteurs de violences aimaient bien ce profil de personnes fortes à pouvoir un peu vampiriser, quoi, parce que quelque part, c'est un peu, on est toujours un peu leur image, et du coup et puis je pense que c'est aussi ce qui contribue au truc, c'est que dans la mesure où on se voit comme forte, on n'imagine pas qu'on est associé à une femme battue. Et du coup, on se reconnaît pas comme ça. En tout cas, moi, les 2 fois, ça s'est passé comme ça, c'est que je pense que je culpabilisais beaucoup. Et du coup, c'est surtout sur ces violences de culpabilité de me dire c'est ta faute. Après, moi, dans les 2 histoires que j'ai eues, quand la violence physique est vraiment arrivée, je suis partie. Donc c'est vrai que pour moi la violence physique était quand même est vraiment arrivée avec installation, parce que effectivement du coup je me dis il y avait quand même d'autres formes de violence physique, genre le premier il aimait bien tout casser, ou même lui-même se mettre la tête à travers le mur, c'est des formes de violence physique. Mais ou des réponses à des violences physiques. Si par exemple je repoussais pour éviter d'être de passer à des violences mais vraiment après la première relation, la violence physique, elle a été très forte à la fin, au moment de la rupture, j'ai failli être étranglée et mourir, tout simplement. Mais là du coup c'était très clair pour le coup. Mais la première relation, j'avais perçu la violence avant, parce qu'elle était liée à de la jalousie, donc dans des trucs assez classiques. On avait été dans des associations pour essayer de faire un peu de médiation, mais ça n'avait pas fonctionné. Voilà, j'avais essayé des choses, mais lui admettait la violence. Et voilà, mais en même temps, ça l'empêchait pas de revenir. Et dans la deuxième relation, par contre, il n'a jamais admis la violence, et il l'a justifié à la fin en disant qu'il y avait rupture, qu'il n'était pas prévenu de la rupture, alors que j'en avais parlé avant. Et il a prétexté aussi, il s'excusait de sa violence, mais dans le sens, il s'excusait lui-même en disant que pour lui, il était privé de son fils, chose que j'essayais le moins possible de faire en fait. Et même, je pense que je nous ai soumis, moi et mon enfant, à des violences par culpabilité de pas... Voilà. Donc toujours cette espèce de... finalement de force qui se... Enfin, moi, ça a été le cas, en tout cas, de me sentir coupable, de ne pas me laisser faire, et que du coup, que c'était ça qui pouvait générer... de pas me laisser faire, d'exister. Par exemple, le premier, même s'il était jaloux, ça m'empêchait pas d'avoir des amis masculins, de sortir, de faire des choses, et effectivement de me mettre en situation de... Voilà. Du coup, c'est vrai que je pense qu'il y avait une espèce de culpabilisation qui peut-être faisait pas que j'acceptais tout, mais en tout cas m'empêchait de vraiment mettre les termes, même si la première relation, je te dis, c'est arrivé plus vite. Alors après, dans les 2 situations, j'ai toujours été indépendante, j'ai eu mon propre appartement, eu mes propres revenus, tout ça. Mais après, il y a quand même eu des choses où je me suis fait grignoter. Notamment la deuxième personne, je sais que par exemple, ça se passait mal dès que je recevais des gens, dès qu'on allait chez des gens. Donc, quelque part, j'y allais moins. Il y a des personnes avec qui ça finissait par se passer mal, donc j'y allais moins. Donc en fait, sur des trucs un peu sinueux, sur les attaques directes, je suis jaloux, t'as plus le droit de... Non, là c'était trop frontal, donc forcément, moi j'ai toujours tenu à une certaine liberté. Je suis féministe, ils le savaient tous. J'avais pas non plus une idée du couple très normative, donc tout ça ils le savaient, et du coup c'est un peu, il y a eu des jeux là-dessus.
Dans les deux situations aussi, je me suis fait voler beaucoup d'argent sur des choses comme ça, parce que j'ai été la personne qui ramenait l'argent, donc voilà. Donc il y a eu quand même des grignotages, tu vois, on peut pas dire que je suis restée... Et puis, je pense surtout, il y avait des situations, par exemple, la première personne, souvent il était violent quand il avait bu, ce qui fait que j'avais plus de mal à sortir avec lui, et que quand on sortait, je ne buvais plus, j'étais plus sur la défensive, de savoir comment ça allait se passer. Donc finalement, il y a des choses quand même que tu vis pas tout à fait pareil, tu te fais quand même grignoter. Alors tu percutes tout ça un peu plus après, mais parce que je pense que sur le coup, si tu t'en rendais vraiment compte, mais c'est très vicieux en fait. C'est très vicieux, enfin, en tout cas dans les deux cas, ça a été très vicieux. Et puis, mais la première personne, c'était plus flagrant, il y avait vraiment des crises, quoi. C'est-à-dire des situations où j'évitais à... Finalement, c'est pas ton comportement qui provoque la violence, mais quand tu culpabilises, tu t'en rends pas forcément compte tout le temps. Mais c'est plus que la personne va pas bien et que du coup, elle se sert du fait de t'es son exutoire en fait. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça dans les deux situations. J'étais l'exutoire quand la personne allait pas bien. Et que du coup, finalement, le problème, c'était pas du tout moi, mais c'était l'autre en fait. Et que du coup, tout pouvait enflammer. Et effectivement, c'est peut-être là où, dans les deux, même la première situation où il y avait de la jalousie, où finalement, au départ, peut-être j'ai fait des efforts et après, j'en ai moins fait. C'est que je me suis rendu compte que je fasse des efforts ou pas, finalement, ça revenait au même. Donc, au bout d'un temps, j'ai commencé à revouloir m'affirmer et à me rendre compte que c'était pas lié à moi, qu'il y avait vraiment un problème de l'autre côté. Mais voilà, sur le coup, en fait, je trouve qu'ils ont fait un spot là sur les violences qui en tout cas traduit bien les choses. C'est que et c'est peut-être ça qu'on peut rajouter, en tout cas les personnes violentes et notamment dans la vie privée, c'est comme si en fait tu te retrouves à un moment donné de survie où du coup tu fais des choses, mais déjà tu te souviens pas tout ce que tu as fait. Des fois tu t'épates de ta manière de pouvoir te tirer du truc. Tu vois, quand j'ai échappé à lui qui était sur le canapé, qui m'écrasait, c'est une prise que j'ai fait en autodéfense. C'est très difficile de s'en sortir, mais à une notion de survie et tu le fais. De passer à l'humour aussi alors que la personne elle te saoule. Enfin voilà, tu développes à la fois une espèce d'autodéfense qui peut être bienfaiteur, mais en même temps il y a une telle peur, une telle crispation. Moi elle me reste celle-là, tu vois, et je pense que c'est pour ça que je l'ai pas vue pour la deuxième personne et j'espère que ça n'arrivera pas pour mais aujourd'hui elle m'est toujours inconfortable. C'est que en fait, il peut y avoir, aujourd'hui, s'il y a un petit stimuli de quelque chose que m'ont fait une de ces deux personnes chez mon nouveau compagnon, ça peut partir en panique, tu vois. Parce que du coup, je ne sais plus comment faire et je panique et où je surréagis. Et je crois que c'est aussi ça, c'est qu'il y a des fois où je surréagissais et que c'est sur ces moments-là qu'il disait « Ah, mais c'est ta faute, c'est toi qui surréagis » et c'est là où je me sentais coupable, tu vois, sur la fin. Une absence de maîtrise en fait. Voilà, parce que du coup tu paniques ou tu sais pas exactement comment faire. Tu sais que l'autre a le dessus et que tu peux avoir peur. La deuxième personne, je pense que j'ai moins senti la violence parce que j'avais l'impression de maîtriser. À partir du moment où j'ai plus l'impression de maîtriser, je pense que dans ma tête et que la communication n'était plus possible, je me suis dit qu'on allait rompre. Alors je savais que la rupture allait être difficile. Je ne pensais pas du tout et je n'imaginais pas qu'elle aurait été aussi violente que ce qu'elle a été. Mais pendant un temps, à part certaines scènes où je me suis dit il va sortir de ses gonds, mais j'ai jamais eu peur. Alors que le premier, effectivement, c'est parti dans des trucs où je ne savais pas du tout comment l'arrêter et que du coup j'étais... voilà. J'ai aussi beaucoup d'empathie avec la souffrance des gens. Donc ça aussi, je pense que ça a contribué à mélanger les choses parce que du coup, la première personne, je le voyais, mais il était tellement... En fait, il y avait des crises de violence et après, il s'atrophiait. C'était un truc... il était vraiment pas bien. Il souffrait. Et je pense qu'à chaque fois, j'avais des espèces d'empathie pour la larve qui devenait après. Enfin, c'était vraiment de cet ordre-là. Le jour où il a failli
m'étrangler, j'étais dans la salle de bain. Je me suis enfermée, mais quand je suis partie, je me suis carapatée. Il était dans le lit, complètement fœtus, dans un truc. Et là, je me suis dit, je sais pas, je vais pas aller le voir, faut que je file. Mais j'aurais, en fait, ce qui me faisait, en tout cas, ouais, je pense sur la première personne, à chaque fois, ça a été l'empathie par rapport à la souffrance. De sentir la souffrance et du coup d'être empathique avec son bourreau. Et ça, c'est des choses qui m'étaient arrivées avant, dans mon histoire personnelle, et du coup, je pense que c'est un peu ma faille. Après, je pense que je pense qu'en fait la deuxième relation, alors est-ce que c'est parce que j'ai pas vraiment traité la première situation de violence? Oui et non, parce qu'à partir du moment où on voyait une psychologue, j'ai demandé à la revoir, elle faisait partie de la vague, donc c'était elle qui faisait de la médiation, et au moment de la rupture, j'ai demandé à pouvoir la voir un peu seule pour essayer de traiter cette question de violence. J'ai été aussi à la SAVIM après voir une psychologue, mais ça l'a pas fait du tout. Je pense qu'elle était, pour moi, elle n'avait pas compris les questions de violence. Enfin, en tout cas, je me sentais pas rassurée par le cadre thérapeutique qu'elle me proposait. Donc je l'ai pas suivi, mais j'ai vu quand même une psychologue. Il y a eu du travail. Mais après, je pense que ce qui m'a compliqué les choses, c'est que la deuxième personne était au courant que j'avais subi des violences. Et je pense que pour lui, c'était... Et même du coup, parce que je l'ai rencontré par une amie commune, et lui se situait vis-à-vis de sa amie qui vivait aussi des violences comme un peu son sauveur. Et il se situait au départ beaucoup comme sauveur de toutes les personnes qui connaissaient des violences. Je me souviens qu'il m'a dit... dans la manière de drague, déjà, il avait vraiment respecté mon espace. On était dans une cuisine qui devait faire 3 ou 4 mètres de long, voire un peu plus. Et ils étaient mis de l'autre côté du truc pour pouvoir parler. Et je me souviens qu'il m'avait dit, mais comment on peut frapper quelqu'un d'une belle personne comme toi? Donc du coup, en fait, ils ont tellement un langage qui est très paradoxal que ça peut être embrouillant de n'importe qui, en fait. Je pense que c'est quand quelqu'un nous aide finalement à... Parce que la première, je crois, j'ai pas souvenir exactement, mais je pense que c'est moi qui l'ai traduit comme ça, parce qu'il avait vraiment c'était un peu plus caricatural, la jalousie, des enflammées très fortes, c'était du criblage, je crois, très concentré. Avec de l'alcool, avec des trucs où quand même, je me souviens que j'avais quand même gueulé à un moment donné au secours en sachant pas... il ne m'avait pas frappé, mais il était sur le point de le faire. Enfin voilà, du coup c'était quand même... Et je sais qu'on avait mis ces mots-là. Quand je dis on avait mis ces mots-là, lui aussi. Sauf que voilà, pendant longtemps, je me suis dit que... il y a... Ouais, peut-être une idée de surpuissance, qu'avec moi ça pourrait changer, quoi. Voilà. Et puis quelque part tu trouves que c'est un gâchis parce que effectivement t'as un côté qui te séduit, t'es amoureuse de la personne, il y a des choses que tu trouves chouettes et voilà, moi longtemps j'ai donné une chance. À la première personne, le moment où en tout cas j'ai plus donné une chance, c'est le moment où j'avais plus la clé de ma chambre. Et c'est un truc très con, mais pendant ces crises, du coup j'avais trouvé la solution, je m'enfermais dans la chambre, qui était une fausse solution quelque part. Et du coup voilà, j'ai perdu les clés. En plus les crises se rapprochaient et devenaient de plus en plus avec du non-sens quand même. Et quand j'ai plus les clés, c'est-à-dire plus la protection de vraiment laisser passer la crise, j'ai vécu une nuit où il m'a fouetté avec un torchon, empêché de dormir. Et il m'a fait beaucoup cette maltraitance-là, de m'empêcher de dormir, par des cris, Et du coup, comme ça marchait pas, ça augmente la violence. Et effectivement, du coup, il arrivait avec son torchon à me fouetter doucement, mais du coup, à quand même m'envoyer des coups de torchon, ce qui est assez humiliant. Enfin, bref. Donc, voilà, je me suis sentie vraiment impuissante à pouvoir faire quelque chose, et à partir de là, j'ai pris la décision. Mais j'ai pris la décision assez de manière naïve. J'ai pris la décision, il est resté 1 semaine ici. Je me suis pas dit, je me carapate avec tous mes papiers.
Après, moi, je pense que dans les deux situations, en tout cas par rapport à d'autres femmes que je rencontre, je suis partie assez tôt. Puisque les deux personnes, je suis restée à peine 4 ans avec. Et du coup, les violences, elles s'étaient installées, tu vois, elles ne s'installent pas dès le début non plus. Donc je suis partie assez vite, en fait, par rapport à beaucoup. Mais ça n'a pas limité la violence après. Parce que ce qui est peu connu, et je pense qu'il est important de savoir, c'est que la violence, elle ne s'arrête pas forcément au moment de la rupture. Au contraire, elle s'intensifie. Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille. Et alors ton enfant, dans tout ça? Je pense que du coup, c'est ce qui a précipité. En tout cas, moi, je me rappelle que les deux raisons pour lesquelles j'ai dit que j'allais quitter, c'est me rendre compte que la communication n'était plus possible. Qu'effectivement, il y avait des faits de choses violentes devant mes parents et des réactions qui étaient au-delà de quelque part ce que je pouvais tolérer. Mais en plus, qui s'expliquait que par son enflammage tout seul, en fait. Mais après, l'enfant, pour moi, était une raison aussi. C'est-à-dire, son comportement était devenu vraiment très dénigrant et très dégradant envers moi et devant mon enfant. Et ça, je pouvais pas je me disais, j'ai pas envie que mon enfant il grandisse dans ça. C'est pas possible. Après, la deuxième personne, ce qui a fait que peut-être je lui ai donné plus de circonstances atténuantes, c'est que lui-même avait connu des violences de la part de son père, et puis sa mère avait connu des violences aussi. Donc c'est vrai aussi que c'est tout un pactole qui fait que j'ai été en empathie. Voilà. Donc en fait, il y a une reproduction de certains mécanismes de son côté et de ton côté. Sûrement, moins de mon côté parce que dans ma vie petite, j'ai connu d'autres formes de violence et puis ado aussi. Et bon, je sais que j'en ai discuté avec ma psy, j'ai toujours tendance à protéger mon bourreau. C'est sûrement quelque chose qui m'a permis de survivre à la violence. Mais effectivement, c'est mon maillot faible, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux vite culpabiliser, me sentir... avoir plus d'empathie pour l'autre, finalement, que pour moi-même, qui suis vraiment la victime. Voilà, une espèce de truc comme ça. Donc ça, chez moi, je sais que c'est déréglé. C'est un peu difficile à régler. Je ne suis pas sortie pour moi complètement de la situation, parce que c'est pas complètement réglé. Donc je me sens pas encore en résilience totale. Ma relation aujourd'hui, j'ai un nouvel amoureux, mais c'est pas simple pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir un peu plein de choses de brouillées, d'avoir beaucoup de peur, de pas savoir ce qui est de l'ordre de mes peurs inconsidérées quand je réagis, c'est très brouillant en fait. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui après une relation violente ou plusieurs ne rencontrent plus personne, mais je comprends parce qu'on a tellement envie de se protéger et en même temps on a nos canaux un peu changés. Je pense qu'on est beaucoup plus sensible à la violence en général. Ça peut être de tout un tas d'ordres. C'est chouette aussi parce que ça permet de la dénoncer ou d'en faire quelque chose, c'est-à-dire que on va voir la violence sociétale. Moi je pense qu'après dans les relations hommes-femmes il y a beaucoup de choses d'ordre je dis quelque chose qui peut être mal vécu mais je l'entends comme ça. Pour moi tout homme est un violeur potentiel ou potentiellement un compagnon violent parce qu'effectivement il y a déjà une domination qui est instituée, enfin il y a des courroies qui sont... Voilà, je pense que le contexte patriarcal, il y a des choses qui ont changé, des lois ont changé, mais finalement la culture, elle n'est pas très très loin. Et dans ce qu'on va permettre à un homme et à un père, et dans ce qu'on ne permet pas à une mère et à une femme, il y a quand même des courroies d'installer qui font qu'il y a beaucoup de choses possibles en fait. Et je pense qu'on demande beaucoup aux femmes de retravailler, notamment par rapport en tant que victime, de pourquoi on est victime, mais ça serait intéressant qu'on demande aussi aux hommes
en quoi ils sont violents à des moments sans forcément avoir une volonté de violence ou être dans un processus de violence comme j'ai connu les 2 fois. Parce que finalement, il y a plein de choses qui peuvent être par inattention des espèces de violences. Alors quand moi je dis que j'ai été beaucoup plus sensible à la violence, tu vois, j'ai été violée très jeune, j'ai été violée par mon cousin, ça a été très compliqué pour moi. Mais c'est des choses où bizarrement je me laisse plus faire, plus trop approcher, plus trop... Il y a une espèce de carapace, de survoltage. Voilà, cette espèce de survoltage, il est quand même censé nous protéger. Alors il peut te faire passer pour une hystérique totale. Mais voilà, pour moi, il est impossible de redormir à côté d'une personne que je ne connais pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont paraître comme... Il y a une fois un jeune homme qui a voulu me mettre la main au cul. Je te jure que je l'ai senti quand il était à 10 cm ou 15 cm. Il y a une espèce de... Voilà, tu développes aussi des nouvelles écoutes. Après, le problème, c'est que effectivement, ça peut brouiller parce que entre... les violences qui sont permises parce qu'on est dans un système où je pense que on est quand même dans une société violente. Moi, je me suis beaucoup intéressée, tu vois, à la communication non violente et même dans des rapports pas que d'hommes et de femmes, à plein de niveaux. Et on n'a pas mis en place un système de communication des fois qui nous permet de faire autre chose. Et puis j'ai eu cette réflexion hier, alors je déborde un peu, mais je disais qu'en même temps, je pense qu'on n'apprend pas à faire la paix avec soi-même. Alors ça c'est valable, je pense, autant par rapport aux victimes de violence que aux auteurs de violence. Il y a une espèce de truc où on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Et que du coup, dans ces cas-là, on fait la guerre. Parce qu'on a du mal à trouver... finalement à se trouver. Et du coup, ça suppose aussi des rapports aux autres. Moi, pendant longtemps, j'ai été très provocante. Tu vois, j'avais d'autres formes de trucs où plus maintenant, mais je pouvais apparaître comme un gars, beaucoup. Être très tranché, tout ça. Et ça, du coup, je pense que voilà, encore une fois, ça m'a brouillé les pistes parce que je me disais, je suis une fille qui me laisse pas faire et donc du coup, c'est pas possible que je tombe dans ce genre de travers où moi, je vais arriver à pouvoir m'en dépêtrer, contrairement à d'autres, enfin, pas plus que les autres en fait. Différemment, certes, mais voilà, pas plus que les autres. Finalement, ça a été une belle leçon de vie aussi, voilà. Du coup, et oui, par rapport à l'autre chose que tu disais, la reproduction, moi je dénonce beaucoup ça et je pense que c'est un combat qui est important pour moi. En tout cas, c'est une façon peut-être d'être encore en empathie avec les auteurs de violence quelque part, peut-être. Mais voilà, je pense que malheureusement, notre société, enfin la société française telle qu'elle pose les choses, ne considère pas la violence conjugale comme une violence commise sur les enfants. Et je pense que il y a peu de traitements, il y a peu de choses qui sont proposées, il y a peu de... Donc ce qui fait que pour l'enfant, ça peut être quelque chose de normal et en même temps de très difficile à vivre, pas reconnu, pas travaillé et que du coup, effectivement, moi je pense que ça... Oui, même si toutes les personnes qui ont vécu des violences ne deviennent pas violents, quand même ils ont tous... moi j'en ai dans mon entourage qui essayent de ne pas être violents. Il y a quand même plus facilement des débordements, que c'est quand même plus dur et ça demanderait un accompagnement. Et ça aurait été chouette que ce soit fait plus jeune. Peut-être même pas en ciblant d'ailleurs, mais voilà. Et en tout cas, c'est pas possible de le faire aujourd'hui parce que ce n'est pas reconnu et que dans beaucoup de situations, l'autorité parentale est partagée ou au pire, la personne ne part pas et du coup, l'enfant reste dans ce truc-là. Et moi, tous les gens que j'ai connus dans ma vie, ils sont hyper nombreux à avoir du parent
où il y a eu de la violence conjugale. Ils te parlent de leurs angoisses, de fait de ne pas dormir, de s'inquiéter pour leurs parents, de choses qui ont été complètement bouleversées dans leur manière d'appréhender la vie, dans leur sommeil, c'est-à-dire dans leur possibilité d'être au repos, pas sur la défense. Et la défense, elle peut autoriser la violence. Parce que sous prétexte de te défendre, tout dépend de la hauteur. Et si eux, leurs antennes sont aussi changées, voilà, ça donne des formes de situation. En tout cas, moi, les 2 personnes que j'ai connues, je pense que c'était ça. Ils devenaient violents quand ils se sentaient attaqués. Vraiment. Et ça, je pense que c'était réel. Dans leur tête. Ce qui n'empêche pas qu'ils soient manipulateurs et tout un tas de choses, mais c'est une défense. Et c'est une défense qui est aussi très peu contredite dans la vie, parce que finalement, on parle beaucoup des pervers narcissiques. Peut-être que les 2 l'étaient, je le pense d'ailleurs. Différemment, mais sûrement, en tout cas, ils en avaient certaines caractéristiques. En tout cas, au moins le 2e, vraiment, à ne pas considérer les violences qu'il a fait. Il a été de nouveau, alors j'ai une situation particulière, il est retombé en prison parce qu'il a été violent avec sa nouvelle compagne, mais de manière exponentielle, mais sûrement parce que tous les procès que moi j'ai eus, c'est ça qui m'énerve aujourd'hui, qui concernait le JAF, et donc la garde de l'enfant, n'ont pas reconnu les violences, ou les ont diminuées, ou les ont excusées, ou ont continué de lui accorder, en partant du principe que l'histoire de père et mari, c'est pas pareil. Je pense que pour un homme violent, c'est la même chose. En plus, il n'arrive pas à décentrer. Enfin, en tout cas, la personne avec qui j'étais ne faisait pas la différence, pour moi comme pour lui d'ailleurs, entre, par exemple, il a été très violent à mon travail, mais pour lui, je n'étais pas à un endroit où je travaillais. Enfin, ce truc-là, de positions différentes que tu peux avoir, il ne l'a pas. Donc pour lui, tout est confondu déjà. Et je pense que quand le juge a accepté, pour des raisons qui sont aujourd'hui très véraces dans les JAF, de donner absolument des droits au père, et si ce n'est pas le père, à l'État, parce que des fois qu'une femme toute seule ne s'en sortirait pas pour élever un enfant. Il y a un peu un principe comme ça. Et puis que le nom du père, donc c'est là où quand même on est resté quand même dans une société bien paternaliste, avec l'hérédité, avec voilà. Tout ça sur en plus un côté très féministe, parce que moi je l'ai aussi, hein, j'aurais bien partagé la garde, hein, ça m'aurait donné beaucoup plus de liberté, hein, je l'admets, hein, je trouve que c'est chouette la garde partagée. Mais voilà, quand c'est un moyen d'exercer sa violence, parce que beaucoup d'hommes violents utilisent après l'enfant pour exercer de la violence, sur les calendriers, sur faire chier, sur dénigrer la mère, enfin, ça ne peut pas être, possible. C'est trop facilitant. Et là, non seulement ça a été facilitant, mais ça a été aussi pour lui, la justice, elle reconnaît que tout ce que j'ai fait, c'est normal, quoi. Et que, voilà. Ça, tu l'as vécu comme une violence au niveau social, symbolique, institutionnel? Oui, j'étais très en colère. J'étais très en colère, et je pense que même, peut-être que j'ai gardé ça aussi de l'enfance, peut-être d'en vouloir beaucoup plus finalement à l'institution, au tiers qui ne se positionnait pas, qui ne protégeait pas, plutôt qu'à la personne qui est violente mais qui est en même temps bouffée dans un énorme truc. Et puis parce qu'il y a l'estime de... Enfin voilà, quand il a été en prison, j'ai quand même été dans l'empathie de me dire, comme il y allait aussi pour violence et violence aggravée, je me suis dit, il va bouffer en prison, j'ai eu de l'empathie pour lui quand même, j'en suis arrivée là. Mais parce qu'il y avait de l'estime, de l'amour, de la considération, et que ça s'efface pas d'un coup. Et d'un côté, tant mieux, parce que pour mon fils, je peux aussi rapporter des choses positives de son père. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand je me revois faire ça, d'avoir vraiment cette considération-là, sincère, de me dire, d'avoir de la peine pour lui, j'ai eu beaucoup plus, de la peine pour lui. Et même si j'avais peur, même si à des moments je me suis dit, purée, s'il pouvait être supprimé de ma vie, ça m'arrangerait. Mais voilà, du coup... « 68 ans.
Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi. Et là, je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Cette passivité, cette soumission, la femme le faisait souvent, elle le fait souvent payer à l'homme dans le secret du foyer, par des récriminations, par des scènes, enfin la fameuse scène conjugale, ou scène de ménage, comme on appelle ça, c'est précisément un reflet de la situation imprimée de la femme. Je pense que la violence conjugale, quand elle est vraiment sévère et qu'elle arrive loin, c'est comme une torture en fait. C'est comme si on avait dit à des gens qui avaient vécu la Shoah ou qui avaient vécu des tortures énormes. Et d'ailleurs, quand on entend des gens parler, finalement, il y a des choses qui sont du même ordre en termes de traumatisme, de difficulté à dire, de honte, d'oubli. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Heureusement que j'ai eu des témoignages d'amis à qui j'avais parlé parce que c'est une façon de survivre. On oublie les violences qu'on a vécues parce que c'est plus facile de vivre sans. Tu parlais d'occulter. Et le cerveau qui a en fait un mécanisme de défense à occulter, et tu t'es rendu compte dans le futur de certaines choses qui s'étaient passées. Voilà, occulter sur le coup, et puis même occulter à long terme, parce que quand j'ai eu des témoignages de copines, je me disais, ah bon, j'avais oublié que j'avais peur qu'il me tue mon enfant, que je dormais pas, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais parce que je pense que notre cerveau, c'est par survie, on a besoin d'avancer. Et on peut pas s'arrêter... on a besoin d'avancer. Donc par survie, finalement, il y a beaucoup de choses, mais même de mon enfance, qui me sont revenues après. Parce que par survie. On oublie, ou même peut-être on transforme en partie la réalité, mais après, à côté, il y a des choses très précises. Des odeurs, là je parle plus pour le viol, tu vois, des odeurs, des rythmes de respiration qui là au contraire sont des stimulus qui vont te faire enfin voilà, tout est un peu chamboulé en fait dans nos cerveaux de personnes qui ont pu être maltraitées. Mais ouais, et donc je me souviens de cette femme qui me disait ça, donc j'en ai conclu de la visite avec elle que j'allais pas aller la revoir avec mon fils, surtout que j'y allais pour voir si lui-même avait vu des violences, etc. Parce que je sais que le papa de mon fils le faisait quand même régulièrement devant lui avec moi, parce qu'il savait que ça me fragilisait, parce que du coup j'allais pas pouvoir partir dans mes tours, et du coup il en profitait. Et du coup, je savais pas si c'était passé pareil avec sa compagne. Et comme à l'époque, il avait quand même un peu de droit de visite et un peu de droit d'hébergement, je sais pas du tout ce que mon fils a pu voir. Et du coup, j'avais voulu un endroit pour qu'il puisse en parler. Et je suis sortie de là en me disant, bon, c'est débile ce que tu as fait parce que tu as compté sur un tiers pour que ton fils se sente plus à l'aise de parler des violences qu'il aurait vues. Mais même s'il pense à te protéger, tu es quand même la meilleure personne à qui il peut en parler. Et peut-être que toi, il faut que tu lui dises pas grand-chose, mais notamment que j'avais eu peur de son père, parce que de toute façon, il l'a senti et il l'a vu. Et de pouvoir mettre des mots comme ça, qu'effectivement, j'étais triste pour lui qu'il ne voyait plus son père parce que son père était en prison, mais que voilà, j'étais pas pressée de le voir parce que pour ma part, j'avais eu beaucoup peur de lui et qu'il m'avait rendu beaucoup triste, et que du coup, j'étais d'accord pour qu'on ait des photos, mais dans un livre que moi je vois pas parce que c'était pas facile pour moi de le voir. Voilà. Du coup, je me suis dit, j'ouvre quand même une porte sans donner trop de faits qui peut être compliqué pour un enfant en bas âge, sans lui imposer des trucs qu'il va pas comprendre, et puis mettre dans un registre, parce que c'est pas simple d'expliquer à un enfant. Y compris quand il a été incarcéré, je lui ai dit la réalité, mais j'ai travaillé avec un psychologue. Je me suis aperçue que je me suis plantée parce que j'ai dit qu'il l'avait tapé avant de l'envoyer à l'hôpital. Et du coup, à ce moment-là, mon fils tapait beaucoup. Et là, je lui ai dit, mais attends, c'est grave ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement un peu tapé. Il a
Alors c'était aussi une période où il avait 3 ans et où ce genre de comportement peut être manifeste, mais je pense qu'il testait pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme on ne peut pas mettre un enfant en prison, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je lui ai dit, mais non, il l'a pas seulement un peu tapé, elle a été quand même à l'hôpital, c'est grave, c'est quelque chose de grave. Et voilà. Ouais, c'est quand même compliqué à expliquer à un enfant. Encore aujourd'hui, hein, parce que son père lui manque, qu'il le met sur un piédestal, que... moi, là, je suis en train de faire des démarches pour avoir l'autorité parentale exclusive, dans la mesure où c'est pas seulement l'incarcération, hein, l'incarcération ne suffit pas, mais le fait que là, depuis sa sortie d'incarcération, il n'a pas fait de démarche pour avoir des nouvelles de son enfant, ça va permettre peut-être, et encore c'est pas gagné, d'avoir l'autorité parentale exclusive et d'avoir le droit de garde exclusif et de visite. Mais voilà, je trouve que la société leur donne plein de manières de se racheter, ce que moi j'ai fait aussi. Mais moi je suis victime, je suis pas tiers, quoi. Et je suis dans une relation. Et du coup je me dis, si le tiers il fait pas son rôle, effectivement il permet que ça continue. Justice, Justices. Donc tu es allé au tribunal pour la deuxième personne. Pour la première personne aussi? Non, j'ai même pas porté plainte. J'ai réfléchi là avec la formation, est-ce que du coup j'ai vu le délai que j'avais, est-ce que je le fais? Pas pour moi, mais plus pour... je pense que les plaintes qu'on pose, elles peuvent permettre à d'autres personnes de ne pas vivre les mêmes choses. Là, ce qui a entraîné aussi mon ex-compagnon en prison, c'est que non seulement ça a été très très grave ce qu'il a fait, mais c'est aussi les antécédents. Et du coup, je pense que... Voilà, mais c'est toujours des démarches très difficiles, c'est pas simple, c'est douloureux. Effectivement, l'administration policière ou juridique, elle préserve aucune victime, parce que dans la mesure où on a quelque chose de fort en France, et que je trouve important, c'est que le coupable est présumé innocent. Mais dans les cas de violence, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est la victime qui doit prouver, qui se met en doute. Et qu'effectivement, ce qui peut être de l'ordre d'une enquête, c'est-à-dire de vérifier si c'est vrai, ça nous met en doute. Et moi, je me souviens que je doutais. Je doutais de ce que j'avais vécu. Et c'est là où je te dis, les témoignages, les gens qui vont raccorder, qui vont dire c'est bien vrai, heureusement, parce que moi, j'en étais arrivée. L'autre personne m'embrouillait tellement que je me disais, mais est-ce que c'est bien vrai ce que j'ai vécu? Elle arrivait vraiment à m'embrouiller. Et là, je me disais, même mon violeur, mon cousin, là, j'ai essayé de faire des choses par rapport à ça. Il m'a renvoyé un mail, et 2 fois les mails ont été dans le pur déni. Et je me suis demandé s'il y avait vraiment eu des incompréhensions ou si j'étais passée à côté de choses. Et il y a toujours cette espèce de culpabilité, je sais pas, qui me fait douter. Et que du coup, si j'ai pas quelqu'un à en parler, ça peut me mettre... Et j'imagine que beaucoup de femmes vivent ça. Et c'est pour ça qu'elles reviennent. C'est pour ça que... Parce qu'elles sont encore dans cette confusion. Et que l'autre, il va y aller dans la confusion. C'est pour ça que je me dis, de mon point de vue à moi, et je peux entendre qu'il peut être dur pour les hommes, il peut aussi être dur pour les femmes, c'est qu'on est potentiellement, nous les femmes, des victimes. Et qu'on doit effectivement... apprendre à s'armer là-dessus, faire de l'autodéfense, changer aussi nos façons d'accepter des choses. Mais de l'autre côté, il y a aussi les hommes qui vont se remettre en question sur des manières de faire, en groupe, des réflexions qui vont être faites à des femmes, qui vont être considérées comme normales. Et moi, aujourd'hui, je ne les supporte plus. C'est tellement horrible l'image qu'on se fait d'un homme violent, on l'a tellement caricaturé dans le truc horrible, que du coup... on ne reconnaît pas que nos proches peuvent avoir des attitudes violentes. Sans forcément être dans le processus, mais au moins de dénoncer l'attitude violente. Après, le processus, il s'analyse avec la personne si elle le veut. Mais en tout cas, au moins de dire ça, non. Je ne le permets pas. Et je ne le permets pas... Moi, je l'ai fait avec mon frère. Une fois, il a rompu. Il a été... il l'a traîné parce qu'elle ne voulait pas sortir. Je lui ai dit ça, je me suis interposée. J'étais plutôt de son côté sur le fond, à mon frère, parce qu'elle venait de le tromper, elle lui mentait. Je comprenais très bien que lui recevait des choses très violentes. Je comprenais qu'il était en colère, mais il y a des choses que je n'autorisais pas que la colère puisse faire. Et je pense que, effectivement, c'est à nous d'intervenir, de dire stop.
Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille. C'est important. Pareil, voilà, du coup, effectivement, ici, avec l'école, je trouve qu'il y a des choses qui sont violentes et effectivement, je les ai dénoncées. Ça peut être seulement la non-écoute, mais la non-écoute de personnes aussi qui sont souvent déconsidérées dans nos sociétés, c'est-à-dire les gens habitant un quartier, ce qui fait double violence. Et je pense que les auteurs ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire ils se disent qu'ils le font pour notre bienfait, souvent. Tu vois plein de gens qui interviennent dans le quartier, qui viennent d'ailleurs, qui veulent notre bien, mais qui ne prennent pas en considération la parole de la personne, qui ne font pas en fonction. Donc finalement, c'est une forme de violence. La violence par bienveillance, elle peut aller très loin. Donc, parce qu'on ne permet pas à l'autre d'exister et de dire j'ai envie. Et moi, je sais que, voilà, autour de moi, j'ai des personnes qui connaissent des violences qui restent. Et pour moi, je les soutiendrai là-dedans. Parce que c'est leur choix. C'est dur, je m'inquiète pour elles, c'est pas simple. Je leur donnerai d'autres portes, je leur donnerai d'autres pistes, je leur donnerai les armes que j'ai eues. Mais autrement, pour moi, c'est surtout important qu'elles sachent que je suis là. Et que c'est elles qui choisissent. Voilà. Et de beaucoup parler de moi. En fait, de beaucoup plus parler des violences que moi je subis plutôt que de l'autre. Et finalement, ça permet d'enclencher des discussions sur les violences beaucoup plus saines que quand finalement tu vas te mettre dans l'histoire de l'autre et sans le vouloir juger en fait. Où la personne peut se sentir jugée et du coup se mettre en défensive et dire ah non, c'est pas ça que je vis. Parce que je pense que pour une femme qui connaît des violences, le pire c'est de lui dire qu'elle subit alors que finalement elle fait des choix. Alors peut-être pas les bons, mais elle essaye de faire quelque chose, quoi. Et finalement, quand tu dis à quelqu'un tu subis, c'est aussi lui enlever la possibilité d'exister. Non. Il y a des situations où elle est victime, c'est-à-dire elle est manipulée. Effectivement, je sais pas comment dire, tu le dis pas comme ça, mais de considérer vraiment de considérer sa parole, en fait. Sa parole sans en rajouter, sans dire un truc... Moi, c'est vrai que je critiquais beaucoup les associations qui s'appelaient SOS Femmes Battues ou tout ça, parce que je me disais, peu de femmes peuvent considérer ça. Et en plus, quand elles en arrivent vraiment là, ça veut dire que le cycle il est quand même bien bouclé et que leurs possibilités de sortie sont quand même plus compliquées. Et que du coup, l'intérêt, ça serait de pouvoir permettre aux femmes de partir avant. En moyenne, chaque année, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques dans le cadre de disputes conjugales. L'écriture, pour toi, ça a été ton outil, ton moyen, ton exutoire. Ça a été quoi en fait? Tu l'as fait à quelle étape? Alors, je l'ai fait parce que... En fait, c'est comme tout art, ça a été une découverte de moi. Déjà, je ne savais pas que je pouvais écrire. Donc, les ateliers d'écriture, je les ai rencontrés rapidement au départ dans une formation, parce que j'ai fait un master en formation continue. Et du coup, j'ai eu la chance de faire un premier atelier d'écriture. Quelqu'un j'ai rencontré un intervenant qui m'a un peu décomplexé par rapport à ça, donné envie d'assister à d'autres ateliers d'écriture. Donc au départ, je ne les utilisais pas du tout là-dessus. Mais après, en découvrant que je pouvais faire ça, oui, effectivement, ça a été une manière de... Voilà, il y a eu des trucs où je me suis dit, ça m'a permis. Voilà. Mais c'est parce que, comme d'autres vont découvrir le théâtre ou une forme d'expression du jeu. Et voilà. Et encore plus par rapport à la situation de violence, parce que... Finalement, quand on parle de violence, effectivement, il y a beaucoup d'oreilles qui se ferment. C'est inentendable. Et c'est déjà indisable pour nous, inentendable pour l'autre. Et qu'effectivement, l'écrit permet un filtre qui fait que peut-être là, ça peut être entendu.
Donc moi, c'est vrai que j'ai envie de continuer là-dessus parce que je me dis, c'est aussi une façon de présenter les choses avec beaucoup moins d'émotion ou une émotion un peu décalée qui permet à l'autre de trouver sa place, pas l'impression de crouler sous quelqu'un qui est bouffé, parce qu'on est des disques rayés quand même quand on sort de ça. On parle, enfin moi je vois les copines, y compris, elles parlent tout le temps de ça. Et du coup, ça peut être quelque chose de très compliqué pour l'autre d'accueillir. Et de se dire, est-ce que la personne, c'est compliqué quoi. Puis bon, quelqu'un sous emprise aussi, c'est particulier. Et c'est vrai que l'écriture permet de décaler, et de décaler aussi de l'autre côté. Et oui, ça a été aidant, parce qu'en tout cas, le texte que je vais te faire passer, c'était un moment où j'étais vraiment mal. C'était le contre-coup, c'était un an et demi après les violences. J'en subissais encore et j'en subis encore, mais là, à l'époque très fort, le contre-coup. J'étais très affaiblie, j'avais plus du tout d'estime de moi, c'était horrible. Enfin, c'est beaucoup mieux dit dans le texte. Et c'est vrai que de l'écrire, ça m'en a dégagé. Voilà. Alors je sais pas si aussi, peut-être que je l'aurais pas écrit, je m'en serais dégagé, mais en tout cas de l'écrit, finalement les gens ont compati, parce que je l'ai envoyé à ce texte-là à des personnes qui m'ont aidé aussi pour expliquer où j'en étais dans le petit bout de trajet que j'avais fait. Et il y a des gens qui ont compati, et là je me suis dit finalement il y a un truc qui est passé. J'en suis plus là. Je l'ai déchargé. Ouais, pour terminer, ce que j'en retiens quand même, c'est une forte connaissance de toi, et dans le sens où tu as essayé déjà de te connaître, et c'est passé par des questionnements, c'est passé par des expériences, c'est passé par toute une trajectoire de vie, mais en tout cas une volonté de se connaître, l'écriture et la communication non violente en fait. En fait, j'ai cherché, et je cherche toujours tout un tas de ressources, parce que je sais que je suis très vulnérable aux violences, même si j'en suis très sensible, mais dans le sens, voilà. Mais en même temps, la vulnérabilité fait aussi que je peux rester dedans, c'est-à-dire la peur n'évite pas le danger, ou des fois tu te sens un peu comme le réflexe où tu as une voiture qui arrive, tu es au milieu de la route, et moi ce que je fais, je l'ai vu chez moi, le réflexe, au lieu de courir, c'est de rester planté. Donc si la voiture elle freine pas, elle te braque. Et exactement de la même manière, je peux être comme ça vis-à-vis des violences. J'ai pas encore complètement résolu ça. Voilà, donc du coup j'expérimente plein de trucs. Et il y a des trucs qui viennent de manière spontanée, comme la fois d'aller chercher les gens. Et après je réfléchis, ça c'est une bonne méthode, ça peut marcher. Peut-être que dans une autre situation ça marchera pas. Mais en tout cas d'essayer de collecter, voilà. Mais après, il y a d'autres violences, là, notamment ce qu'on a subi un peu vis-à-vis de l'école, et des trucs où je me dis, j'ai pas réussi à trouver le moyen d'aller à l'encontre, quoi. Il y a encore des violences que je subis, de la même manière que la justice. Voilà, il y a encore des trucs qui restent en... Et tu réutilises ces outils d'écoute, de tout ça? Oui, ouais. Ouais, une fois que c'est imprégné, c'est imprégné. C'est ça l'avantage. En tout cas, En tout cas, voilà, j'essaye d'en faire quelque chose de positif pour moi et les autres, plutôt que de rester juste sur l'expérimentation négative que ça a été. Ça, c'est sûr. Je fais en sorte que mes faiblesses deviennent des forces, un truc comme ça. Beaucoup plus que peut-être d'être forte comme avant je voulais être forte, mais non, au contraire, de maintenant mieux connaître mes faiblesses et les choses négatives pour essayer que ce soit des forces. Voilà. C'était Femmes sur la bande FM, la série de portraits. Chut, t'es une fille. Basta Project. Le thème de Basta Project, les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM.
Basta Project. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.